Eh bien, bonjour à tous. Déjà, ça fait plaisir de voir tout le monde aujourd'hui qui sont venus pour cette journée philosophique, cette troisième journée. Et avant de commencer, bien évidemment, je vais interagir avec vous puisque c'est un sujet, enfin, on m'a proposé ce sujet qui est assez vaste, assez complexe, malgré que ça fait une vingtaine d'années que je pars en Amérique du Sud, plutôt en Amérique centrale, et je me suis toujours intéressé à ces histoires, à ces emplacements, ces sites archéologiques, ces monolithes. Et c'est vrai que j'ai découvert pas mal de choses intéressantes qui font qu'aujourd'hui, je me pose encore plus de questions, mais plus je me pose de questions, plus j'essaye de chercher, plus je découvre des choses. Enfin bon, pour les chercheurs, vous savez ce que c'est. Et bon, il est vrai que quand je prends du recul, je me dis, mais en fait, on parle pas beaucoup d'Amérique centrale, mais il y a peut-être, s'il y a quelque chose qui a démarré dans l'histoire de l'humanité, c'est peut-être là-bas. Je veux pas trop m'avancer non plus, puisque je reviendrai sur ma conclusion à la fin, sur ce que je viens de dire, mais effectivement, à chaque fois que je pars là-bas, je découvre des choses. Donc voilà, ça fait plus de 20 ans et je continue à découvrir des choses. Donc voilà. Donc avant de commencer, je tiens à le préciser, hein, moi je fais ça par passion. Je préfère préciser parce que par exemple, je suis parti en Égypte donc avec mon ami Jean-Pascal l'année dernière, et j'avais sur certaines photos, pour vous donner un exemple, j'avais un chièche, donc ce qu'utilisent les Bédouins, c'est ça si je ne me trompe pas. Ou, demander aux habitants d'Israël. Et bon, voilà. Et puis voilà, rien que ça, ça a fait polémique. Donc voilà, je tiens à préciser que moi je fais ça par passion, et si vous voyez certains éléments passer que voilà, vous pensez que ce n'est pas bien, c'est pas volontaire. Donc vous connaissez tous, peut-être pas tous, peut-être la majorité de ma chaîne Monde Mystérieux, donc ça fait quand même 12 ans là presque que j'ai ma chaîne, et je reste dans le côté mystère, moi, je cherche pas à donner de conclusion. Et effectivement, ça rejoint un peu à certains critères que tu as expliqués à la fin. C'était intéressant, surtout ce que tu as vraiment expliqué à la fin dans ce que je vais présenter, parce que ça rejoint un peu justement. Et bon, on va commencer. Moi, on m'a proposé de parler des peuples de l'Amérique, de la Mésoamérique, pardon. Je vais me centrer sur le Mexique parce que c'est une grosse partie de là où s'étaient implantés ces divers tribus, ces divers peuples de la Mésoamérique qu'on va voir dans pas très longtemps. Mais ça fait pas que le Mexique, il y a aussi Honduras, ça va jusqu'au Nicaragua, mais bon, ça on va le voir aussi. Et c'est pas justement juste les lieux qu'on va voir, puisque c'est un tout, donc c'est le Mexique, je vais un petit peu parler du Mexique quand même, l'origine de ces lieux, l'histoire, puis découverte des sites, des temples, des monolithes. Qui a fait ça? C'est un truc de dingue. Et ces différentes civilisations qui l'ont fait, qui les ont produits, et dans quel but. Et on va voir au fur et à mesure, je vais le faire au fur et à mesure, pas juste à la fin, mais au fur et à mesure, si ce sont des connexions ou des coïncidences, puisque bon, moi, je sais pas, les coïncidences, j'en trouve pas. Je sais pas, après, je sais pas si je dois être un, comment tu as dit tout à l'heure, un complot... Sophiste. Je dois être, alors moi, alors là, dans ce cas, je dois être un complot, idéologie politico-sophiste, hein. Si on va dans ce sens-là, voilà. Donc voilà, comme je l'ai expliqué, hein, je vais un petit peu expliquer ce que c'est le Mexique, parce que c'est un pays qu'on parle pratiquement pas, sauf dans les films. Et malheureusement, quand on en parle, la télé, ils montrent un peu ce qu'ils veulent. C'est toujours je sais pas moi, des narcos du Mexique, ou des gens qui... bon, c'est un peu dommage, alors que c'est un très beau pays qui fait 4 fois la France quand même, qui est coincé entre les États-Unis et, comme je l'ai expliqué, le Nicaragua. Que dire de ce pays? C'est impressionnant, il a une diversité. Vous voulez de la jungle, il y en a. Vous voulez des montagnes enneigées, il y en a. Vous voulez des belles plages, comment dire, avec les eaux des Caraïbes, il y en a. C'est très diversifié comme terre. Et je pense d'où la diversité des anciens peuples
puisque chaque construction n'appartiennent pas à la même idéologie, mais on va le voir dans un instant. Donc voilà, je lis un peu, hein, le Mexique forme partie du sud de la plus étroite de l'Amérique du Nord. Il est le carrefour de l'Amérique, ça je l'ai compris quand je travaillais là-bas, c'est tout ce qui arrive, ça passe par le Mexique en fait, c'est un truc de dingue. Entre les peuples ponantais et les peuples amérindiens, puisque, comme vous le savez, ce sont des civilisations qui ont été colonisées, mais aussi il est la porte d'entrée et de sortie de l'économie, comme je l'ai expliqué, de toute l'Amérique latine. Ça c'est un truc de dingue. Alors, voilà, quelques explications, juste comme ça, je vais vite passer dessus. Voilà, la superficie, hein, plus d'1 million, presque 2 millions de kilomètres carrés, donc ça fait 4 fois la France. Population, donc là c'est les chiffres de 2024, hein, 130,9 millions d'habitants. Et rien qu'au district fédéral, donc à Mexico même, Mexico City, là où j'ai vécu, ils sont presque à 10 millions. Vous imaginez, quand vous prenez le métro, il y a des heures de pointe, il faut un petit peu les éviter, mais bon, voilà. Et voilà, c'est un pays, c'est très diversifié, hein, comme je le disais. Mais bon, c'est intéressant de savoir un petit peu. Pareil, je vais vite passer dessus, hein, c'est juste sa situation géographique et politique. Les anciennes civilisations de la Mésoamérique étaient très nombreuses, de par l'immensité, comme je viens de le dire, du territoire, et aussi par les paysages très variés. Elle s'étendait du nord du Mexique jusqu'au Nicaragua. Et la colonisation espagnole de l'Amérique commençait avec les voyages de Christophe Colomb vers la fin du XVe siècle, donc 1492, a permis à la monarchie catholique espagnole de maîtriser une grande partie du continent, puisque voilà, ils ont évangélisé tout le continent, et c'est là où ça a commencé le changement, en fait. Avec quelques photos de la Révolution, hein, je vais juste marquer un petit peu les époques qui ont marqué l'histoire du pays, avec des photos de Pancho Villa pendant la Révolution mexicaine, pardon. Mais voilà, je passe vite dessus. Juste ça aussi, par rapport, parce ils veulent vraiment faire comme les États-Unis encore aujourd'hui, hein. Le Mexique constitue une république fédérale, une fédération constituée de 32 entités, donc ils ont voulu faire comme les États-Unis. Alors j'ai représenté avec des étoiles, ça serait un petit peu comme ça s'ils auraient tout fait comme les États-Unis, mais bon, ils n'ont pas fait, donc. Et dont 31 ont un statut d'État. La capitale, la ville de Mexico, forme la 32e entité fédérative, cette entité n'ayant pas de statut d'État ni celui de ville au sens de la Constitution. Comme je le disais, ils veulent vraiment faire comme les États-Unis, hein. Donc sa conquête, voilà, comme je disais, Hernán Cortés, qui est paru avec des fleurs, donc il y a quand même pas mal de films qui le montrent. Mais voilà, là c'est la rencontre en fait entre Hernán Cortés justement et l'empereur aztèque qui, à l'époque, il y avait la capitale des Aztèques. Et il est arrivé avec ses troupes et puis c'est parti en bataille, quoi. Donc voilà, à Tenochtitlan, le 8 novembre 1519. Donc quelques photos encore de Pancho Villa. Bon, je ne vais pas tout lire, mais comme vous savez tous, entre 1910 et 1917, il y a eu la Révolution mexicaine. Je pense que vous avez dû, encore une fois voir plusieurs films là-dessus, avec une petite peinture sur le côté de Diego Rivera. J'ai trouvé ça pas mal, ses œuvres, ses peintures, c'était très révolutionnaire, très politique. Mais bon, voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, parce que ça conduit à des guerres civiles, ça a perduré dans le temps, mais c'est toujours intéressant de faire un petit comeback. Là, justement, alors là, ça, c'est une photo, c'est mythique, hein. Donc on voit, donc André Breton, c'est un écrivain français, avec Diego Rivera, donc qui est au milieu. Ouais, Diego Rivera, donc qui a fait justement cette peinture que vous voyez en bas, il était très connu, hein. Et puis Léon Trotsky, donc un réfugié politique. Là, franchement, c'est spectaculaire, la photo est spectaculaire. Et avec sa femme à côté, Frida Kahlo, qui c'est un petit peu l'emblème, hein, de Mexico à chaque fois qu'on voit des représentations où justement, on va voir dans pas longtemps sur la fête des morts, parce que voilà, j'ai fait parenthèse sur parenthèse, vous allez voir, petit à petit, je vais rentrer dans le sujet, mais c'était sa femme et elle était artiste lui aussi. Et c'est un peu l'emblème, quand on pense au Mexique, justement, on pense à ses œuvres et à ses artistes. Et bon, là, la photo, elle est exceptionnelle, hein. Réfugié politique à Mexico, ça s'était jamais vu. Et puis voilà, je fais une petite parenthèse et je vais commencer comme ça le thème, puisque voilà,
comme vous le savez tous, il existe une fête. Alors, je sais pas, peut-être que qui a vu le film Coco? Ah, je m'en doutais que tu l'avais vu, toi. Ouais, pas beaucoup quand même, hein, pas beaucoup. Moi, je t'invite à le voir. Parce que moi, malgré que je connaissais le pays en 20 ans, j'ai appris des choses en voyant le film. Donc, j'ai trouvé ça super, le film. Et comme vous le savez tous, c'est un jour très important au Mexique. C'est encore plus important qu'une fête de Noël ou une fête de fin d'année. Et voilà, donc c'est une fête très traditionnelle, célébrée principalement les 1er et 2 novembre, on va le voir pourquoi, au cours de laquelle famille et amis se réunissent pour rendre hommage aux êtres chers disparus. Je rigole parce que quand j'ai connu le pays, je me suis fait des amis au début et puis on me disait ouais c'est la fête des morts demain, tu nous accompagnes, ouais d'accord. Puis on était au cimetière comme ça toute la journée. Puis on attendait toute la journée. Et puis je me disais bon c'est un peu glauque, mais finalement j'ai compris pourquoi après avec le temps. Cette fête qui est largement célébrée au Mexique aujourd'hui et c'est largement développée dans toute l'Amérique latine depuis et puis par la suite dans d'autres pays, notamment en Occident. Alors, on va le voir. Mais voilà, c'est un petit peu le point d'entrée de ma conférence parce que voilà, j'ai essayé parce que je me suis dit mais d'où ça a commencé tout ça? D'où ça a commencé? Donc, je vais essayer de résumer parce que c'est même à le relire, c'est très complexe. Puisque si on prend vraiment les codex, notamment El Nicamopoa, mais je l'ai pas mis là, c'est des anciens codex que les premiers Espagnols avaient écrits, et puis il y a les codex la moitié ont été brûlés malheureusement par l'arrivée des conquistadors, c'est très triste, et si on prend en compte les explications, puisqu'on va le voir dans un instant, il y a eu d'abord la civilisation maya, et les nahuas sont les Aztèques sont les descendants des Nahuas. Donc ce fut l'une des dernières civilisations. Je vais utiliser ça. Hop. Alors, bon. Donc si on prend en compte l'explication des Mayas, c'est là que ça a commencé. Ils célébraient, en fait, ils rendaient hommage aux morts. Et c'est là où a commencé leur idéologie, c'est-à-dire que là, ce que je suis en train de montrer, c'est l'arbre de vie, mais vous connaissez sûrement tous l'arbre de vie, avec le supramonde, l'inframonde et je l'ai noté, hein, le plan terrestre. Et voilà, donc le supramonde, l'inframonde, ce qu'ils appelaient le Xibalba à l'époque. Mais bon, voilà, ça a commencé entre moins 2000 et moins 1500, donc avant Jésus-Christ. Et les Nahuas, qui ont été les premiers peuples avant les Mexicas et avant les Aztèques, qui ont migré, en fait, c'est eux qui ont inventé toute leur idéologie, qui ont récupéré cette tradition et qui ont fait c'était un mix en fait entre, alors excusez-moi pour les prononciations, Mictantecutli et Mictantecatithuatl. Et ils ont développé l'un des premiers calendriers mexicas. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que c'est super compliqué. Qui ont eux-mêmes sorti 3 fêtes, hein, une fête le 16 juin, une fête en octobre, donc là justement ça colle avec nous, et une fête en mars. En fait, leur idéologie, c'était pas de fêter le défunt en lui-même, c'était de fêter ce qu'il avait fait pendant toute sa vie. Donc voilà, bon, je vais pas nommer les fêtes, mais voilà, c'était entre 900 et 1400 après Jésus-Christ. Donc ça, c'est une tradition qui s'est perpétuée depuis les Mayas. Et puis eux-mêmes ont passé donc aux Mexicas, donc c'était avant les Aztèques, cette tradition avec Tlalocan, Omeyocan, Chichihuacuacuaco et Mictlan. En fait, il y a, voilà, c'est des divinités aujourd'hui à moitié connues, puisqu'après il y a eu d'autres divinités qui sont arrivées par la suite. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un mixte en fait entre l'arrivée des Espagnols et les traditions qui étaient déjà sur place. Donc qu'est-ce qu'ils se sont dit les Occidentaux? Ils se sont dit bon on va continuer avec la Toussaint, mais on va exporter aussi la fête. Donc il y a eu en fait cette tradition plus la tradition de la Toussaint qui existait déjà, pardon. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'apparemment ça datait d'une fête païenne de chez nous aussi. Donc du coup, ça donnait la Toussaint.
Et cette Toussaint, il y a eu la Toussaint en Occident et la fête des morts, donc du 1er au 2 novembre chaque année en Amérique centrale. Et aujourd'hui, comme vous le savez tous, ça a été exporté dans pas mal de pays. Aujourd'hui, en fait, Halloween. Voilà. En fait, Halloween, ça serait ça le schéma, en fait. Si j'en crois le Nikamopowa et les codex qui ont été écrits et malheureusement qui ont été brûlés, c'est très triste. Donc voilà, vous connaissez tous le film. Il n'y aurait pas un syncrétisme dans l'air, donc tu dois savoir ce que c'est, toi, ce syncrétisme. Donc en fait, le syncrétisme, tout simplement, c'est comment opposer deux croyances, pour faire court, hein, parce que parce que les deux ne peuvent pas se blairer, donc du coup, ça a quand même donné des deux côtés, que ça soit en Occident ou en Amérique latine, cette fête. Donc l'apparition d'Halloween depuis la fin du XXe siècle est-il la résultante du néosyncrétisme? Je pense que oui, mais bon, je veux pas rentrer dans ton idéologie, on va dire. Mais voilà, et du coup, je me suis aperçu, mais attendez, comment ça se fait? Un jour, on m'a dit, mais tu sais qu'en Sicile, ils font une fête des morts. Alors, je m'étais jamais penché sur le truc. Je dis, ah ouais. Il giorno dei morti. Ils ont aussi la Toussaint, ça s'appelle Ognissanti, mais ils ont la journée des morts. Et ce qui est dingue, c'est que donc la Toussaint, comme je viens de le dire, le 1er novembre, et la fête des morts qui retombe un 2 novembre en Sicile. Alors moi, j'étais même pas au courant. Et on retrouve les mêmes traditions, les bonbons, les chocolats, le défilé, ça m'a impressionné parce que je me dis, mais donc en fait, il y a sur certains continents, ça s'est développé pour en arriver comme une fête des morts au Mexique, donc une fête des morts mésoaméricaine, mais du coup, voilà, ça c'est une preuve comme quoi certaines croyances ou certaines idéologies ou certaines traditions se sont exportées un peu dans le monde. Voilà, donc j'ai marqué en italien. Et puis là, ça m'a fait penser, petite parenthèse, hein, je fais parenthèse sur parenthèse, mais c'est toujours bien d'en faire, le drapeau de Sicile qui représente un triskel. Donc le triskel est composé de 3 spirales entrelacées qui se rejoignent à un point central représentant une symétrie de rotation. Bon, c'était plutôt druidique, celtique, gaélique et viking, mais il y a un triskel des deux sens, mais voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais juste petite parenthèse. Bon, je ne vais pas tout vous lire, mais et ce triskel, alors on peut s'apercevoir que, je vais un petit peu lire, principalement retrouvé en Irlande, le symbole du triskel était utilisé par les Celtes, hein, en quelque sorte, du 5e siècle et du 2e siècle avant Jésus-Christ. On le retrouve alors sur les poteries, les manuscrits ou encore les sites mégalithiques, hein, comme on voit la photo derrière. Voilà, donc les Grecs l'ont utilisé aussi et je sais pas, ça s'est exporté jusqu'en Sicile. C'était à côté, hein, vous allez me dire. Par exemple, sur cette pièce, hein, une pièce en argent de Sicile, frappée sous le règne de D'Agatocle, voilà, où on voit ce même signe qu'on voit en Sicile, en fait, hein, tout simplement. Donc on voit cette connexion, et puis là, hop, j'en ai profité aussi. Je me dis, mais attendez, le drapeau du Mexique, en fin de compte, il est pareil que le drapeau italien et le drapeau irlandais. Donc, est-ce un hasard ou pas? Je ne sais pas. Gérard Jugnot qui me dit, merde, alors, je pensais qu'il y avait que moi et Coca-Cola qui étions importés dans le monde. L'exemple du drapeau est une forte similitude, bien que pour la fête des morts, par exemple, nous l'avons vu, la Festa dei Morti, donc en Sicile, qui s'est aussi établie dans le sud de l'Italie et en Sicile, et dans d'autres parties d'Europe ayant les mêmes coutumes, l'intention de l'établir est forcément arrivée de l'extérieur. Ce n'est que mon point de vue, hein, mais je pense qu'il y a eu un mixte, mais principalement de l'extérieur. Qui sait peut-être par des personnes venant de la mer, voilà, comme je disais, on va le voir dans un instant, de l'océan Atlantique nord en traversant la Méditerranée. Mais bon, voilà, petite parenthèse sur parenthèse. Et pour terminer justement avec cette fête des morts, si les similitudes entre nations existent bel et bien, le jour donc, où la fête des morts
est un grand exemple. Nous voyons que la fête des morts s'est exposée à travers le monde entier et dans plusieurs nations. Mais le doit-on vraiment seulement à l'Amérique centrale? Oui, mais il est fort possible qu'il y ait une combinaison, comme je vous l'ai expliqué, ayant une influence occidentale en terre latine et vice-versa. Halloween est comme Coca en fait, hein, ça s'est exporté comme Coca, de toute façon tout ce qui est américain. Si les Amérindiens, donc états-uniens, parce qu'il y a un truc qu'il faut savoir, c'est quand vous allez au Mexique par exemple, ils se sentent américains. Vous ne pouvez pas dire non, non, mais il y a les Américains et il y a vous. Non, non, eux, ils se sentent américains. Donc, ça, c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure. Donc, les États-Uniens ont réussi à importer Coca-Cola au monde entier et à peindre le Père Noël en rouge. Ils sont en train de mettre des citrouilles dans tous les jardins des maisons lorsque la fête de la Toussaint approche. Donc voilà, c'est une conclusion perso, mais par rapport à la fête des morts. Mais alors, même si le trick and treat reste un amusement pour les enfants lors des festivités, certains pensent quand même qu'Halloween a une influence celte, notamment en Angleterre. Mais les crânes en paillettes gardent quand même leur place dans les cosmogonies mésoaméricaines. Et voilà, là j'ai juste mis quelques drapeaux, mais il y en a d'autres, il y en a d'autres. Moi j'ai halluciné quand je me suis penché dessus et en fait c'est juste une partie des pays qui fêtent la fête des morts en fait. Mais voilà, c'était une petite parenthèse sur. Mais on voit déjà cet intérêt pour ces coutumes en fait, ces traditions. Alors. Donc on va parler un petit peu de ces sites, moi qui m'ont impressionné. Je me suis dit, voilà, ça fait des années, on parle notamment, voilà, sur le petit écran, sur Internet, on parle de beaucoup de pyramides, de sites, etc. Mais je me suis dit, il n'y en a pas beaucoup qui parlent justement d'Amérique centrale. Et j'ai trouvé en 10 ans de recherche l'élément qui m'amène à penser que ces anciens peuples avaient les mêmes connaissances, avaient ce savoir-faire, par exemple qu'un Égyptien ou qu'une personne andine, les Incas, ou d'autres civilisations où on retrouve ces mégalithes un petit peu de partout. Parce que quand on pense au Mexique, bon, moi je reste sur la partie du Mexique, mais comme je vous l'ai expliqué, il y a des sites mayas qui vont jusqu'au Nicaragua. Mais quand on pense à tous ces vestiges d'Amérique centrale, donc en particulier de mésoaméricains, on ne pense pas à des gros blocs entiers, même si j'en ai vu, et c'est la même question qui revient à chaque fois, qui, comment, pourquoi. Mais il y a cette idéologie qui est derrière. Il y a toute cette idéologie qui est derrière, qu'on va voir. Après, je le répète, ce n'est que ma déduction, je ne dis pas conclusion, mais je pense qu'il y a eu quelque chose qui a un rapport avec tout ce que je vais vous parler. Malheureusement, je ne vais pas avoir le temps de vous parler de Tlaloc, ou je vais vous parler très peu de ce monolithe qui a été retrouvé, et malheureusement, je ne pourrai pas vous parler de Teotihuacan non plus, j'avais prévu, mais on n'aura pas le temps. Donc, bon. C'est pas très grave, mais on voit la pierre du soleil, je vais vous expliquer pourquoi, et on va commencer, voilà. Alors, il faut savoir, avant de commencer, là, cette année, ils ont battu le record à Chichen Itza, parce qu'il faut savoir qu'il y a 2 sites qui sont les plus visités au Mexique, c'est Teotihuacan et le site où est apparue la Vierge de Guadalupe. Donc, je vous ai mis quelques chiffres. Donc cette année, comme je viens de vous le dire, le record a été battu avec Chichen Itza avec 1,4 million de visiteurs. Teotihuacan et son musée, ça arrive juste en dessous, avec 995, presque 1 million de visiteurs. Et Tulum, vous savez, ce beau site maya avec cette plage paradisiaque. Mais bon, là, cette année, ils ont battu le record avec Chichen Itza. Et effectivement, la dernière fois que je suis allé à Chichen Itza, j'ai halluciné le nombre de touristes qu'il y avait. Chaque année, il y en a de plus en plus. Et Teotihuacan, c'est pareil. Et puis là, je vous ai mis quelques chiffres parce que j'aime bien à chaque fois le rappeler pour voir l'apparition de la Sainte Vierge. Donc, c'est quand même la seule Vierge au monde. Alors après, vous y croyez ou pas, mais c'est quand même la seule Vierge où il y a sa
ça, je peux pas dire photo, son imprégnation sur la tilma de Juan Diego, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui viennent du monde entier. Donc on le voit, en 2016, on était à 7 196 000, mais voilà, en 2018, on est passé à 10 millions. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2017 et 2018? Allez savoir. Bon, après, il y a eu le Covid, malheureusement, et aujourd'hui, donc les chiffres de l'année dernière, on est à 13 millions. Voilà, c'est les chiffres de l'année dernière. Donc il y a de plus en plus chaque année de gens qui viennent découvrir en fait ces sites en fait. Alors voilà, ça c'est important et je le montre à chaque fois. Je vais laisser ça là. Je le montre à chaque fois puisque on parle à chaque fois, quand on parle des peuples de la Mésoamérique, on parle à chaque fois d'Aztèques ou de Mayas. Mais en fait, il n'y a pas eu que les Aztèques ou les Mayas. Il y a eu les Olmèques qui sont importants dans la chronologie, dans l'histoire de ce pays, de cette terre. Bon, les Aztèques, hein, les Mexicas, les Toltèques, les Zapotèques, les Mixtèques, les Totonacs. Bon, après, on les entend moins. Hein. Les Chichimecs, ça, c'est important, ça. Les Chichimecs, on n'en parle jamais. Il est où le truc Les Chichimecs, par exemple, parce que les Chichimecs, c'est eux, c'est un peuple qui se trouve vraiment à la frontière, en fait, qui borde en fait le Mexique et les États-Unis. Ils sont très typés. Je pense que les peuples, les Apaches et j'ai oublié tous les noms divers des peuples indiens qui en font partie des Chichimecs. Pour moi, les Chichimecs ont été comment je peux dire ça, une racine en fait des peuples indiens qui se trouvent à cet endroit même. Et puis bon, on les entend pas beaucoup, mais il y a eu les Tlapanèques, les Tarasques, Cuitlaltec et les Matlacincas et les Mescalas. Bon, voilà, en quelque sorte, mais après il y a eu des dérivés encore et encore. Mais c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup parler et je vais vous le montrer dans pas longtemps que tout a commencé en fait ici, où la civilisation olmèque s'est développée, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont perplexes là-dessus. Donc voilà, pour vous résumer, en gros, le peuple aztèque avait occupé cette partie du territoire, et le peuple maya, c'était plus vers le Yucatan, mais il y a aussi vers le Honduras, le Costa Rica, le Nicaragua, etc., etc. Alors voilà, ça c'était une image qu'on m'avait envoyée du Mexique, bien que les Olmecs, ça remonte à un peu plus loin dans le temps, on dit 2000, voire même 2500 ans. Mais comme on peut le voir, les Olmecs furent les premiers en fait à s'établir sur le territoire. Et il y a certaines civilisations en fait qui se comment je peux dire ça, qui se chevauchent effectivement sur toute cette laps de temps, sur cette chronologie, d'où l'évolution en fait, vous allez voir, puisqu'il faut savoir quand même que la civilisation olmèque, ça a été, ils avaient quand même développé l'écriture, les mathématiques et les calculateurs de temps, mais on va le voir dans un instant. Et comme on peut le voir, comme je le disais, les Aztèques, c'était vraiment les derniers. Hein. Quand les conquistadors sont arrivés, ils se sont retrouvés une année avec les Aztèques, mais il y avait aussi des Mayas. Il y avait aussi des Mayas, attention. Voilà, et c'est important de le savoir, ça, pour les Olmecs. Donc voilà, je vais passer un petit peu rapidement dessus, mais c'est toujours intéressant d'en parler, puisque la civilisation olmèque, en fait, serait le commencement des autres civilisations, comme je l'ai expliqué, Maya d'un côté et ou Aztèque de l'autre côté, ce qui aurait donné d'un côté donc la civilisation mixtèque, ce qui aurait donné la civilisation toltèque, qui était l'une des plus importantes pour la civilisation mexica, mais ça aurait donné cette version-là d'un côté, et de l'autre côté la civilisation maya, pardon, avec la civilisation zapotèque et Huacatecos, il y en a encore aujourd'hui. Il y en a encore aujourd'hui des Huacatecos. Et voilà, je sais que ça... Il y en a beaucoup qui... Moi, je me fais attaquer là-dessus sur ma chaîne, mais vous allez comprendre pourquoi j'insiste là-dessus, parce que la seule hypothèse que moi, je suis plus que sûr, d'ailleurs, quand vous allez au Chiapas, les guides ou les archéologues vous
confirme que c'est bien une civilisation qui vient de l'extérieur, qui a donné naissance à la civilisation maya, mais il confirme là ce que vous êtes en train de voir. Donc moi, je n'invente rien. Je ne fais que de répéter et je suis plus que sûr. Vous voyez, c'est logique. Si on utilise un petit peu la logique, ça serait vraiment... Il serait arrivé comme ça en bateau. Bon, moi, je pense que ça a été les premiers à s'établir sur ce continent de cette manière-là. Voilà, donc ça, je vais vite passer là-dessus, parce qu'il y a eu 17 têtes Olmec qui ont été retrouvées, parce que quand même, moi, ce qui m'impressionne chez cette ancienne civilisation, c'est vraiment comment dire, la grandeur de leur sculpture. On m'a posé la question plein de fois, est-ce qu'il y avait des corps en dessous? Non, 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 il n'y a pas de corps. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y en a que 17 pour le moment. À l'heure d'aujourd'hui, il n'y en a que 17 qui ont été retrouvés. Et vous voyez, ça, je crois qu'il me semble que c'est la plus lourde, elle fait 25 tonnes. Comment ils ont fait à l'époque? Moi, voilà, c'est toutes ces questions que je me pose. C'est comment, de quelle façon parce que faut toujours s'imaginer. Donc là, on voit toute cette... alors là où vous voyez les points rouges, pardon, c'est là où on a retrouvé non seulement des vestiges Olmec, mais aussi principalement les têtes, que je vais vous montrer les autres têtes, mais qui ont été retrouvées sur ces lieux. Hein. Donc d'où le golfe du Mexique. Alors maintenant, je crois qu'ils appellent plus ça le golfe du Mexique, je crois que ça a changé. Merci Trump. Mais voilà, ils sont établis là, donc d'où... Enfin, il n'y a pas que moi qui le dis, hein, mais ça serait logique. Et bon là, comme je disais, hein, comment il faut d'abord trouver la roche, il faut la déplacer, la tailler, l'amener. Il y a des têtes qui ont été retrouvées à plus de 300 km de leur site d'origine, c'est-à-dire de leur site d'extraction. Donc comment c'est possible ça? Donc voilà, hein, je passe vite sur les têtes, parce que voilà, comme je le disais, la plus lourde, c'est 25 tonnes, c'est la première. Bon, il y a 20 tonnes, 9 tonnes, j'ai fait par décroissant. Mais bon, voilà, je vous les passe vite, mais voilà, c'est toutes les têtes qui ont été retrouvées. Celle-ci de 24 tonnes, elle est énorme, c'est une tête qui est énorme. Et puis voilà, vous voyez, 18 tonnes, enfin, c'est un truc de dingue, 12 tonnes, c'est un truc de dingue. Bon, je vous les passe vite, parce qu'on a pas mal de photos à voir. Là, voilà, Obélix qui dit, ils sont fous ces Olmecs. Mais voilà, c'était principalement du basalte. Là, on voit 13 tonnes, 7 tonnes. Et comme je vous le disais, comment ils ont fait déjà pour l'époque. Je dis pas que c'est pas réalisable, je dis comment ils ont fait. Donc là c'est moi, au musée donc d'anthropologie et d'histoire de Mexico, ils ont exposé une tête, vous voyez, j'ai tout petit, et moi c'est l'explication, quoi, je veux dire, c'est l'explication basique, quoi. Tête colossale, représentation de figure humaine en particulier, la partie la plus importante du corps qui est la tête, était une caractéristique de la culture Olmec. Bon, d'accord, mais bon, qui, pourquoi, voilà, bon, je vais pas tout lire, mais voilà la taille quand même, je sais pas comment ils ont fait, je sais pas. Juste une petite info, la dureté de Brunel, j'allais dire d'ailleurs, la dureté de Brunel du basalte, c'est 7, c'est plus dur que l'acier. Mais tout à fait, voilà, moi, c'est pour ça que j'aime bien en parler avec des gens, parce que bon, après on peut rentrer dans des théories, mais on m'avait dit, là, ouais, tu vois, là, ça forme des bulles, c'est des bulles inversées, ça a été moulé. Alors je dis, mais je sais pas, oui, peut-être, je sais pas. Moi, je suis dans le je ne sais pas, voilà. Donc celle-ci qui est au musée de Mexico, hein, elle est permanente à l'année. Bon, prenez pas en compte... alors, oui et non, puisque, comme vous le savez, il y a une théorie des anciens astronautes, mais je suis pas trop pour ça, mais je l'ai quand même exposé. Donc, Olmec, civilisation inconnue, civilisation d'un autre continent ou ancien astronaute, mais je ne sais pas, moi j'expose. Ce qui est sûr, c'est que ça s'apparente un petit peu à des moaïs qu'on retrouve sur l'île de Pâques, mais bon, si vous voulez, ce que je vais vous montrer là par la suite, c'est quand même... bon, voilà, moi c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Il y a mon éthiopienne que j'aime bien, que je retrouve à chaque fois dans mes conférences. Et là, qu'on me dise, je sais pas, qu'on me dise le contraire, je sais pas, si vous voyez les traits quand même, c'est exactement pareil. Moi, qu'on me dise le contraire, moi je sais pas. Voilà, donc moi quand on me dit non, c'est pas possible, si, regardez. Donc voilà. La comparaison de ces traits, en fait. J'avais sorti une vidéo en 2022, si je me trompe pas,
où il y avait une dernière théorie qui était sortie sur ces têtes qui expliquait qu'en fait, il voulait représenter des personnes qui possédaient la trisomie 21 de l'époque et qui prenaient ces gens-là pour des personnes exceptionnelles. Donc, c'est intéressant aussi. C'est intéressant. Je trouve ça... Mais bon. Et puis, très curieusement, je me suis rendu compte pas mal de temps après que, en fait, il y a eu une civilisation qui a existé avant les Olmecs, qui est encore plus ancienne, et qui ont fait exactement la même chose, mais moins travaillée, hein, moins travaillée. Donc alors il n'y a pas de nom, ils appellent ça la culture de Monte Alto, hein, et Monte Alto, ça se trouve principalement au Guatemala, pardon. Voilà, 20 km du sud-est de Santa Lucia, Cotumalhuapa, et à 4 km de la Democracia, qui est une petite ville au Guatemala. C'est l'un des sites les plus riches du Guatemala sur le plan culturel et historique, parce qu'ils ont trouvé des vestiges de ce genre, mais qui étaient antérieurs à la civilisation olmèque. Et la culture montagnarde est l'une des plus anciennes de la Mésoamérique et peut-être, mais sûrement antérieure à la culture olmèque, comme je viens de le dire. Et ils appellent ça, ils ont tellement pas de nom à donner, ils appellent ça Los Barones et Barrigones. Voilà. Et Cabeza Colosa, donc je l'ai traduit là, les gros ventres et barons et des grosses têtes en fait, hein, grosses têtes. Et tellement qu'ils ont pas de nom et d'explication à donner, quoi. Et petit à petit, on va rentrer dans le mystère là, encore une fois, parce que donc voilà, comme je le disais, hein, ils se sont établis à cette partie du Mexique, enfin du Guatemala, donc en Mésoamérique, ça reste des peuples de la Mésoamérique. Et donc à ces points jaunes, c'est là, pareil comme les Olmecs, où on a retrouvé des vestiges ou des têtes de genre, quoi. Alors, je vais juste vous expliquer un peu. Donc, apparemment, ils ont 1800 avant Jésus-Christ, donc ça rejoint un petit peu l'année des Olmecs. Également, une occupation significative de la période classique ancienne, donc comme je l'ai expliqué, mais elle est principalement située à la structure numéro 6. Donc la structure numéro 6, c'est peut-être une structure que j'ai mise après, je ne me rappelle plus. Et ils ont retrouvé des plateformes aussi, des pyramides, mais comme pour les vestiges olmèques en fait. Le site compte 45 structures principales, la plus haute étant une pyramide, voilà, comme je viens de le dire, de 20 mètres de haut. Mais vous imaginez 45 têtes comme ça en tout, c'est encore pire que les Olmecs. Voilà, donc je vous ai mis quelques photos. Hein, depuis des décennies ou des siècles, on connaissait l'existence de plusieurs de ces têtes reposant au niveau du sol, situées dans les pâturages et les fermes de Monte Alto, à moins d'1 kilomètre à l'ouest du village de la Democracia. La Democracia, c'est le village que vous voyez là autour. Et ils ont exposé les têtes comme ça pour les visiteurs, en fait. Et puis là, on va rentrer dans le mystère. J'ai vu une petite photo pour vous voyez la grosseur par rapport à la dame là, qui est assise. Les têtes étaient considérées comme des symboles, comme de simples objets de curiosité. La rumeur courait qu'elles devaient appartenir au peuple Pipil. Alors voilà, c'est ce qu'ils disent, mais ils donnent pas de nom. Traditionnellement considérés comme originaires du sud du Mexique. C'est tout ce qu'ils expliquent en fait. Ça, ils appellent ça le gros ventre. Mais... Voilà, et là, je me suis dit, je vais donner quand même quelques mystères comme ça. Ils ont en 2019 procédé à à des expériences sur ces têtes. Donc ils ont demandé pendant pas mal d'années, le centre de la culture de Monte Alto, enfin du Guatemala, leur ont dit oui, allez-y, faites des expériences. Et ils ont mesuré, donc avec ce que vous voyez là, je sais plus, j'ai dû le noter, je sais plus, un magnétomètre. Ils ont mesuré qu'en fait, il y avait un champ magnétique qui apparaissait. C'est ça qui est dingue. Principalement pour les têtes du côté de la tempe droite et pour les gros ventres du côté, autour du nombril. Bon, ils donnent quelques explications qui sont intéressantes. Par exemple, il serait inhabituel qu'un tel motif soit dû au hasard. Les artisans de ces sculptures étaient-ils réellement conscients de ces propriétés? Si oui, ils ont dû sélectionner de grosses roches spécialement frappées par la foudre. Donc en fait, à mon sens, si vous voyez la foudre qui frappait ces roches, ils disaient « Non, cette roche, elle est sacrée » ou je sais pas. Donc magnétisant le matériau à un moment donné dans le passé. Mais comment les artistes ont-ils pu détecter le magnétisme il y a 2000 ans? Ça, ils savent pas, ils comprennent pas.
Le métal n'était généralement pas connu en Mésoamérique avant l'arrivée des Européens en 1521. Les sculpteurs de Monte Alto ont très probablement utilisé des minéraux magnétiques naturels de leur œuvre. Il faut savoir que chez les Olmecs, ils ont retrouvé des barres en métal, justement, qui pensent que c'était dû à ça. Bon, je ne vais pas tout vous lire, c'est intéressant. Il y a des pages et des pages de rapports, parce que là, pardon, j'aurais dû vous le montrer, les pages qu'il y avait autour, c'était le rapport officiel scientifique. Et puis bon, voilà, comment dire, quand vous allez au Guatemala, vous vous retrouvez avec des vestiges comme ça qui ont en fait des facteurs, alors ils savent pas pourquoi, hein, mais là on le voit sur l'image du haut, les relevés en fait du magnétique, hein, des champs magnétiques, c'est incroyable, incroyable. Je sais pas comment, mais bon voilà, je vous ai mis quelques photos pour vous montrer un peu tout ça, mais bon voilà, ça reste le gros point d'interrogation. Moi, comme je l'ai dit, je reste sur l'explication du mais pourquoi, comment c'est possible, sans donner voilà. Alors là, j'adore celle-ci. Je me suis pas trompé de slide, hein. Johnny Hallyday qui disait, tu te rends compte, si on n'avait pas perdu 1h15, on serait là depuis 1h15. Celle-ci, je l'adore. Et pourquoi? Parce qu'en fait, Johnny Hallyday, il s'appelait pas Johnny Hallyday, c'est son artiste, il s'appelait Jean-Philippe Smet, je sais pas comment. Smet, vivre pour le meilleur, il l'avait compris en tout cas. Et pourquoi je vous montre ça? Parce que tout ce que je vais vous montrer, par exemple, là, je vais vous parler de la Cuauhcicalli. On dit aujourd'hui le calendrier aztèque, mais c'est pas un calendrier aztèque. C'est une Cuauhcicalli. Donc, je vais essayer, du moins, en vous montrant tous ces slides, que les noms qu'on leur a donnés, c'est pas les vrais noms. Donc voilà, je ne pouvais pas vous parler de toutes ces choses-là sans vous parler du, entre guillemets, du calendrier aztèque qui est la Cuauhcicalli, hein, qui était une Cuauhcicalli. Puisque voilà, ça a été fait par des astronomes incroyables, observation du cosmos et des corps célestes, mais ce qu'ils appellent la Piedra del Sol, encore une fois, parce que c'est quand même le symbole du Mexique, hein, cette Cuauhcicalli, ce calendrier aztèque, qui est fait encore une fois en basalte. Ça vient du peuple mexicain, donc des Aztèques, hein, c'est 24 tonnes, vous imaginez le truc. Je vais un petit peu, voilà, la pierre du soleil rend hommage à la vision du temps des Aztèques. Je vais enlever ça, hop, hop. Je vais le poser là. Qui régissait l'ordre social et économique. Ce concept, fondé sur leur connaissance astrologique, intègre également l'héritage de l'espace et du temps. Donc il faut savoir que cette pierre du soleil, c'est compliqué, elle a été déterrée. Lorsqu'il faisait un travail de nivellation tout autour de cette cathédrale que vous voyez là, la cathédrale métropolitaine qu'on voit ici, et après donc ils savaient pas où la mettre, ils l'ont exposée là où j'ai mis une petite flèche. Je sais pas si vous voyez la petite flèche. Là j'ai mis une petite flèche, elle était exposée sur le côté de la cathédrale. Alors les militaires ils s'amusaient à tirer dessus. Après, ils l'ont mise dans un musée. Alors, il me semble qu'ils l'ont réenterrée parce que pour les prêtres, c'était quelque chose de satanique. Alors, ils l'ont réenterrée, ils l'ont redéterrée. Mais voilà, depuis 1790, en fait, c'est vraiment l'année de la découverte de cette pierre. Aujourd'hui, bon, elle est exposée au musée national hein, d'anthropologie. Il y a des milliers de personnes qui viennent la visiter chaque jour. Et c'est vraiment vous allez le voir, c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Ouais, je vous ai mis quelques anciennes photos. La pierre du soleil avait été déplacée la dernière fois. L'avant-dernier musée, en fait, c'était en 1887, au premier musée national dans le cadre de la Galerie des Monolithes, inaugurée par Porfirio Diaz. C'était un ancien militaire qui était devenu président aussi au Mexique, présenté comme ça. Et puis là, c'est moi. Ben, vous voyez la grandeur, hein, c'est quelque chose de dingue. Puis je me suis amusé, le jour où je l'ai vu, je me suis amusé à tourner autour. Non, je croyais que j'avais fait une faute. Je me suis amusé à tourner autour et je me suis rendu compte qu'il y avait aussi, il y a toute une explication. Je ne vais pas rentrer dans toutes les explications qu'il donne sur cette pierre, je vais vous en donner quelques-unes, mais même sur le côté, c'est-à-dire même ce que vous voyez sur le côté, ça a une signification en fait.
Et même pour aller plus loin, alors non, on le voit pas. Vous voyez là, je sais pas si vous voyez, il y a des points qui sont reliés. En fait, ben ça, c'est pas un hasard. C'est aussi un calcul de constellation. Mais je vais pas rentrer dans ce détail-là aujourd'hui. Je sais que je peux vous en parler, mais en fait, il faudrait une conférence à chaque monolithe de ce que je suis en train de vous présenter. La Coahuilcali, pierre du soleil mexica aztèque de Mexico, donc qui est exposée au musée, je vais enlever ça, au musée donc d'anthropologie et d'histoire, bon, qui a apparemment été sculpté de 1250 à 1500 après Jésus-Christ, mais je doute un petit peu quand même. Je ne dis pas que c'est pas vrai, je dis que je doute un petit peu. Juste pour vous expliquer un petit peu, mais pareil, je passe vite fait dessus parce que je peux en parler pendant des heures. Les anneaux qui se représentent sur cette pierre, donc on voit d'abord le dieu Tonatiuh, donc c'est il est où le truc là, la représentation du visage qui tire la langue. Et on voit donc le premier cercle qui fait partie des 4 coins, mais qui représente aussi les 4 ères. Apparemment, pour les Mexicas, il y a eu plusieurs ères différentes. Donc, ce qui se rapproche à certaines théories que j'ai développées sur ma chaîne, où il y a eu plusieurs humanités qui ont évolué et en fait qui se sont écroulées. Allez savoir pourquoi, peut-être pour des problèmes climatiques ou je ne sais pas. Après, il y a les autres, les autres anneaux qui sont... Là, on voit, ça c'est intéressant, on voit tous les mois Mexica qui sont représentés par des animaux. On voit le cercle en bleu qui est, en fait, je crois que c'est les jours aztèques, parce qu'il faut savoir que les Aztèques comptaient, ils avaient 20 mois dans l'année et 13 jours. 13 jours, Quentin, ça doit te parler. Et on voit les autres anneaux, donc l'anneau, alors pardon, je sais pas, l'anneau rouge, donc je crois que c'est Mercure, et si je me trompe pas, celui en bleu, ça représente Mars, et le dernier qui représente les 2 serpents en fait, hein, qui entourent cette Coahuilcali, et qui a, je vais pas rentrer trop dans le détail, mais pareil, ça représente les 13 Acatl, donc les 13 jours du mois en fait Mexica. Et puis je me dis mais il faut expliquer ces choses. C'est pas moi, je l'ai pas inventé, je l'ai pas trouvé, je l'ai juste un petit peu développé. Certaines théories que j'ai trouvées sur internet, mais en fait, par exemple, si on calcule, parce que ce qui est intéressant, c'est que j'ai réussi à associer donc les jours aztèques avec les mois aztèques et comment je peux dire ça, la construction du calendrier en lui-même. Donc, si par exemple, alors c'est un peu, je ne sais pas si vous allez comprendre, il y a 13 jours chez les Aztèques. Alors c'est dommage que le truc ne reste pas. Il y a 13 jours chez les Aztèques, en commençant par je l'ai noté, mais je le vois pas très bien. Bon, c'est pas grave. Par le premier le premier mois Mexica. Et si vous mettez à chaque numéro, chaque case jusqu'au 13, alors hop, je vais essayer de bien vous montrer. Jusqu'ici, vous avez déjà le commencement en fait de la construction. Et vous continuez, vous partez du 13 et vous remettez, vous voyez les chiffres en jaune que j'ai fait, jusqu'au 13, hop, jusqu'ici, ce qui vous donne la deuxième construction. Et d'ailleurs, je l'ai noté là en bas à gauche, donc les 13 premiers, les 13 seconds, les 13 troisièmes, et ce qui donne cette géométrie. Donc les Mexicas ne se sont pas trompés hein, sur les jours à venir. Et ce qui est dingue, c'est que si je poursuis mes traits en fait en bleu, hop, je sais pas si on voit, si je poursuis mes traits en bleu, ça colle parfaitement en fait avec la construction. Je sais pas si on le voit, je sais pas si vous le voyez là où il y a mon petit curseur rouge, ça colle parfaitement avec la construction de la Coahuilcali. Enfin, c'est un truc de dingue. Un truc de dingue. Comme j'ai vu ça, je me dis mais un truc de dingue. Et là, en fait, on va parler des mois Mexica
Tonalpohualli, ce qui est un peu plus détaillé, ce qu'on voit de la représentation en haut à droite, qui représente les mois en année. Donc là, c'est plus les jours en mois, c'est les mois en année. Et si en fait, moi j'ai fait un copier-coller de les rayons du soleil qui cachaient les cases, on tombe pile poil justement sur les... Alors on le voit pas, hein, j'ai fait trop petit, mais en fait c'est de 55. Chaque petit carré a 5 points. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, jusqu'à 260. Et 260, qu'est-ce qu'il manque pour arriver à une année Mexica ou une année chez nous? C'est 100. Donc à compter pour construire, par exemple, encore une fois, le même schéma, c'est-à-dire je compte 100 et je construis mon premier trait. Enfin, c'est de la logique, c'est de les mathématiques et c'est de la géométrie pure. Et on arrive à déterminer. Donc les Mexicas ne s'étaient pas trompés en fait sur le calcul du temps. Bon là c'est juste pour expliquer vite fait comment associer les jours, c'est-à-dire les 13 jours en alors j'ai dû noter en mois, pardon, les 20 mois avec les 13 jours, donc bon là c'est des chiffres mayas mais c'est pareil, et les 260 combinaisons qu'on peut retrouver justement en utilisant la technique du Tonalpohualli. Et puis on voit là par exemple cette représentation qui était en haut à droite tout à l'heure, on voit, et c'est les mêmes mois en fait Mexica, ça va en zigzag de droite à gauche, et je l'ai représenté juste comme ça, mais voilà, c'est le même calcul en zigzag en fait, c'est tout simple à comprendre. Mais voilà, à chaque fois on me le dit, est-ce que la pierre du soleil annonce une fin du monde? Parce que waouh, le truc en 2012, en plus il mettait ce calendrier et il parlait des Mayas, j'ai trouvé ça magnifique, rien à voir. Bah non, pas du tout. Sauf, et là je vous l'expose juste, alors c'est pas moi qui l'ai découvert, mais c'est intéressant à le savoir. Il y a Charles William Johnson en 2001 qui a fait pas mal d'études sur, je vais enlever ça, qui a fait pas mal d'études sur plusieurs anciennes civilisations. Et voilà, le calendrier en lui-même, donc la pierre du soleil qui fait 3,60 mètres, qui représente 11 811 pieds, il a découvert en fait, pareil, avec de la géométrie, avec une divine proportion, qu'il a trouvé des dates en fait. Voilà. Donc, est-ce qu'il y aura une fin du monde? Non, sauf si on pense comme Charles ou comme les Mexicas, puisque en utilisant la divine proportion, on voit, par exemple, si on prend le premier cercle, donc on voit 338, ce 338 que vous voyez en haut, pardon pour le... Hop, voilà, ce 338 que vous voyez en haut, voilà ici, fois 2, ça donne les 676 que vous voyez ici, et les 676 fois 2, ça donne, alors ça c'est après que je l'ai mis, mais c'est une symétrie en fait, c'est une symétrie, ce qui donne 1014, si on additionne les 667 et les 338, ce qui donne 2028. Ah, je n'invente pas, hein, c'est cette personne qui a trouvé ça, 2028 en additionnant les 2000, parce que c'est géométrique. Et là, à 6 côtés, la Quauhcali, avec ses 6 segments, on trouve aussi 2028. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer en 2028? Et puis, je me suis dit, si je fais 676 fois 2, donc je trouve 1352. Je me suis dit, je vais utiliser, parce que je suis un peu anti-IA, moi, mais je me dis, je vais juste demander à l'IA qu'est-ce qui s'est passé en 1352, parce que je me dis, mais qu'est-ce que... Après, ce n'est... Je n'affirme pas, mais voilà ce que je trouve en 1352, malheureusement, la peste noire qui avait ravagé plusieurs territoires, donc alors ça avait commencé bien avant, je crois que ça avait commencé en 1347 ou 1348 jusqu'en 1352, puisque les Mexicas représentent la fin d'un cycle à chaque fois. C'est pas le commencement, c'est la fin d'un cycle à chaque fois. C'est en Europe, ça. Ça, c'est en Europe, ouais. Ouais.
Bon, je sais pas, allez savoir, mais c'est ce que l'AIA m'a sorti. Après, il m'a sorti des petites batailles par-ci, par-là, mais bon, c'était pas... Petite question, c'est bien Oui, la pierre du soleil, oui, c'est du basalte. Ouais. Ouais. Mais la majorité, c'est du basalte. Hein. C'est, ouais. Et ça, alors je l'ai marqué en dessous, hein, ça fait 3 tonnes et quelques, mais... bon, si vous voulez, c'est l'idéologie. Mais avant de vous parler, de revenir sur cette Coatlicue, qui est assez démoniaque, je voulais vous montrer ça. Hop, voilà. Ça, c'est une photo Google Earth, puisque je m'étais aventuré donc en 2018, parce que je me dis, mais c'est où qu'ils ont trouvé tout ça? Je comprends pas. Et puis, j'étais tombé sur un article et ils montraient ces plaques. Bon, là, en vous préparant cette conférence, je me suis rendu compte que il y avait de nouveau, ils avaient actualisé, donc ils ont remis des nouvelles plaques. Mais bon, voilà, il y avait ces plaques qui dataient, hein, je me semble, de 1980-1970, où ils montraient la Coatlicue, donc la statue que je viens de vous montrer, et la pierre du soleil qui ont été trouvées. Donc la Coatlicue, bon, en fait, elle a été plus trouvée ici, en fait. Mais après, la pierre du soleil qui a été trouvée ici, et malheureusement, la plaque avait été arrachée. Mais comme je viens de vous l'expliquer, donc voilà, ça c'est la Coatlicue. Ça c'est moi en 2018, je me suis aventuré et c'est ça qui est dingue, c'est qu'il y a des milliers de voitures qui passent toute la journée dessus. Et moi j'étais le seul imbécile à prendre la photo, et tout le monde me regardait. Et en fait c'est là où ils ont retrouvé cette statue que je viens de vous montrer. Je vais revenir vite fait dessus malgré que j'ai... Bon. Voilà, et ce qu'on peut lire sur cette plaque, 1790 à 1990, donc le 13 août 1790 a été trouvé sur ce lieu, donc là vous voyez la plaque, cette Coatlicue, mère des dieux, 200 ans d'archéologie mexicaine. Hop, et donc voilà, si vous regardez Google Earth, la plaque elle est là, les gens, alors c'était en pleine période de Covid, donc on pouvait de nouveau voyager, mais bon les gens ils étaient masqués. On voit là la plaque devant le Palais National, la Coatlicue. Et comme je vous l'ai dit, ils ont actualisé, voilà, donc ça c'est une nouvelle plaque, donc parce que alors il me semble que ça a été fait cette année, mais jusqu'à avant qu'ils changent cette plaque, il y avait, voilà, c'était comme ça en fait, c'est là où la pierre du soleil avait été trouvée, il n'y avait plus la plaque. Et apparemment ils l'ont remplacée il n'y a pas très longtemps, j'ai regardé le truc, je dis ah ouais, bah, ça y est, ils l'ont remplacée. Et ça, j'avais repris la photo en 2021 et déjà, elle était abîmée. Elle était abîmée par rapport à 2018 où j'avais fait la première photo. Donc, vous voyez que... Et ce qui est dommage, alors bon, ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas mis les plaques, enfin la plaque de la Coatlicue, ils l'ont pas mise au même endroit. Donc c'est ça qui est un peu dommage avec l'archéologie d'aujourd'hui, c'est qu'ils mettent pas les choses comme elles devraient être. Bon, juste la légende de cette Coatlicue, parce que malheureusement, j'ai pas beaucoup d'infos là-dessus non plus, mais c'est parti d'une légende mexica. Un jour, Coatlicue balayait la cour du temple de Tzintzuni quand elle vit par terre une très belle plume de colibri. Elle se baissa pour la ramasser et la mettre dans sa poitrine. Peu de temps après, elle s'est aperçue qu'elle était enceinte. Et ses premiers enfants, donc bon, voilà, il y a des noms un petit peu mexica, un petit peu aztèques, qui voulaient dire les étoiles du sud, dressés contre leur mère et par leur sœur, Coyolcuauhqui, décidèrent de tuer leur mère en fait. Mais voilà, c'est un petit peu la légende de la Coatlicue. Ce qui est sûr, bon, j'aurais dû vous mettre une autre photo, mais c'est une statue donc de 3 tonnes. Je ne sais pas encore une fois comment ils l'ont déplacée, comment... elle était apparemment en haut d'un temple de la grande Tenochtitlan et c'est comment dire, c'est une déesse qui se lie en deux comment dire, on peut la voir juste d'un côté, on voit la tête du serpent, mais aussi on peut la voir de face qui représente une grosse tête de serpent en fait. Mais c'est assez démoniaque puisqu'elle a une jupe, c'est des serpents. Elle a un cœur humain au milieu, elle a des mains, enfin c'est assez démoniaque, il l'utilisait pour des sacrifices apparemment. Mais bon, voilà ce qu'il donne sur cette explication de la Coatlicue, mais continuons parce que il y a encore pas mal de... Bon, je vais revenir un petit peu sur ce qu'ils ont laissé derrière eux, les Mayas, mais toutes les autres civilisations qui ont suivi, parce qu'il faut savoir que les Mayas, ils avaient inventé le zéro, donc ça c'est important. Et ils ont développé ce que j'appelle des calculateurs astronomiques
Et ça, c'est important puisque je pense que la majorité des pyramides qu'on voit, ce n'est tout simplement que des calculateurs astronomiques. C'est pas, je ne renie pas encore qu'il y a peut-être derrière ça un lien avec les énergies, il y a peut-être derrière ça un lien avec beaucoup de choses, mais je pense que principalement c'était pour calculer les étoiles. Donc comment procédait-il? Ben, comme vous voyez sur la photo, hein, c'est-à-dire entre deux montagnes, je pense les premiers astronomes, hein, les tout premiers, ils calculaient que ça soit la Lune ou la position de la Lune ou la position du Soleil ou les étoiles, ils les calculaient de cette façon en fait. Alors, je passe assez rapidement puisque, comme vous le savez, nous chez nous en France, pardon, l'Arc de Triomphe, c'est aussi ce que j'appelle un calculateur astronomique. Alors, tu me diras si je me trompe, Quentin, mais voilà. C'est un phénomène hein, qu'on retrouve donc au solstice d'été, donc mai et août, et au solstice d'hiver, novembre et février. Hein. Vous voyez que c'est pas qu'au Mexique. J'avais mis juste un petit slide pour l'expliquer, mais quand on voit si vous voulez, pas cette courbe, mais cette distance de trajet du lever de soleil, du coucher de soleil que vous voyez en haut, qui représente en fait le solstice ou le solstice d'hiver ou d'été. Et aussi, bon voilà, il y a tout un calcul, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais aux alentours du 10 mai et du 1er août, le soleil se couche sous l'Arc de Triomphe, dans l'axe des Champs-Élysées, et on peut aussi observer le lever du soleil juste sous l'arche de l'Arc de Triomphe autour du 6 février et du 5 novembre depuis la venue de la Grande Armée. Mais je me suis dit, mais alors la Lune, c'est peut-être aussi... bon. Moi qui suis très cinéphile, alors je sais pas si on voit bien là avec le reflet, c'est un peu dommage. Ouais, bien, il y en a qui sont cinéphiles alors. Je sais pas si on voit bien avec le reflet, mais quand vous voyez le film Seul au monde, un très beau film, on voit qu'il est dans sa grotte et en fait avec le soleil, il détermine en fait une espèce de boucle, en fait comme un symbole de l'infini, et il en détermine les mois, les saisons, etc. Voilà, on en détermine exactement sur ce symbole de l'infini, donc les équinoxes d'automne. Donc là, on vient justement de le passer hein, en septembre, il n'y a pas très longtemps, et les équinoxes de printemps, mais aussi le solstice qui est aux extrémités hein, de cette boucle, donc celle du 21 juin et celle du 21 décembre, petit à petit on arrive dessus, et c'est ce qui détermine c'est ce qui marque en fait les saisons, les 4 saisons. C'était une petite animation où on voyait justement hein, on voyait la courbe de la Terre qui est en corrélation justement avec cette courbe. Donc là, plus clairement comme explication, voilà. Mais c'est très intéressant. Et puis moi, voilà, c'est moi. J'étais peut-être un peu plus svelte, je sais pas. Monaco, hein, les voitures, les yachts, là en ce moment il y a des yacht show, vous imaginez pas, les gens ils sont sur un autre monde. Et puis moi je dois être le seul imbécile qui m'intéresse à des trucs solaires, alors les gens ils me regardent à chaque fois. Ce qui me dérange un peu, c'est que les gens ils passent par milliers, parce que c'est une zone à Monaco industrielle où il y a beaucoup de gens qui travaillent, si ce n'est pas 30 000 ou 40 000 personnes qui vont travailler dans cette zone. Et des fois, vous arrivez, il y a des sacs McDo, là, des poubelles, des trucs. C'est triste, c'est triste. Et ça, c'est un calendrier solaire qui avait été offert au prince Régnier par cet artiste, hein, le nomoniste Denis Savoie, qui est sur la place de Fontvieille, voilà, et qui avait, comme je l'ai dit, été érigé en 95 en l'honneur du prince Régnier pour son jubilé. Donc voilà, juste pour expliquer vite fait, comme ça on retrouve cette courbe, c'est ça qui est dingue. Et il faut savoir, l'explication qu'ils donnent, hein, c'est que sur cette plaque, ils disent qu'il faut rajouter, il me semble, 1 heure en plus. Donc je me suis dit, je vais faire des tests et j'ai calculé, effectivement, on retrouve, j'ai pris la photo à 13h50 et je me suis dit, justement, on retombe sur les 13h50 malgré qu'il y a 1 heure en moins. Mais ça, c'est parce que c'était en plein été. Ça, c'était une technique sumérienne
qui était utilisé dans l'ancienne Mésopotamie, mais qui est aussi à cet endroit. Et effectivement, ça marche aussi, puisque la photo a été prise à 13h50, et là, j'avais, il me semble, 1 heure en moins, si je ne me trompe pas, mais non, c'est pas, sur celui-là, ça marchait pas comme ça. Mais bon, la technique est la même, comme quoi les calculateurs astronomiques sont bien prédéfinis pour mesurer le temps, en fait. Donc ça, c'est moi, à la frontière du Guatemala. On va voyager un petit peu, mais bon, c'est... Quand vous allez dans l'état de Tabasco, vous vous retrouvez nez à nez avec une tour comme ça, pareil, tout le monde s'en fout. Et en fait, c'est une tour astronomique. Et du coup, je suis rentré dedans, bon, c'était les périodes de Covid, je suis rentré dedans, il y avait une personne, je pensais que j'allais parler 20 minutes, on a parlé pendant 4 heures, puisqu'il m'a parlé justement des Olmecs qui utilisaient principalement donc, les positions des planètes, donc l'astronomie, et les mathématiques. Et puis dans son bureau, alors voilà, là c'est moi en haut de la tour, hein, elle est énorme cette tour, et dans son bureau il y avait ça, donc pareil, hein, Quentin, peut-être ça va t'intéresser après, mais voilà, je me suis dit, mais il faut en parler de ça, c'est assez dingue. Donc, il détermine donc la circonférence en fait de la Lune par rapport à la taille de, si vous voulez, de la pointe du Yucatan jusqu'à la pointe de ce qui est pas loin de, comment dire, pas loin de Miami, qui est vraiment à la frontière des États-Unis. Voilà. À 100 km près, mais c'est un peu ce qu'ils prennent des... Voilà, je voulais vite vous passer là-dessus, puisque, comme je l'ai dit, hein, toutes les pyramides, je pense, du moins toutes, la majorité, hein, puisqu'on se retrouve avec avec tant de civilisations, c'est comme les... comment dire... comme en Égypte, il y a eu plusieurs dynasties, là c'est un petit peu pareil, donc il y a, je pense, des pyramides comme celle-ci, je ne sais pas qui a fait cette pyramide, mais la personne qui a fait cette pyramide, c'est de la pure géométrie, hein, du pur calcul, puisqu'on retrouve donc les 4 rampes qui représentent donc les 91 marches, plus le temple d'en haut, où on retombe sur les 365 jours. Donc du moment où vous avez ça, puisque vous savez tous, j'ai une vidéo normalement, il y a la descente, ce qu'ils appellent la descente de Kukulkan, donc c'est un phénomène qui se produit avec le Soleil, et bah, c'est un calculateur astronomique. Enfin, rien que sa construction, c'est de la pure géométrie. Mais bon, voilà, je passe vite là-dessus. Voilà, là, c'est une vidéo, je ne sais pas si elle va se répéter la vidéo, mais on voit le serpent qui descend, en fait, donc voilà, qui se forme avec, c'est juste par le Soleil, c'est énorme, quoi. Mais bon, je pense que si vous vous intéressez à ces choses-là, vous l'avez déjà vu quelque part. Et quand il y a ce phénomène, c'est rempli de personnes, c'est hallucinant. Et puis, il y a 2 ans, je suis allé à Tikal. Je me suis dit, il faut que j'y aille, il faut que je connaisse. Alors, gros point d'interrogation aussi là-dessus, parce que qui a fait ça en plein milieu de la jungle? Alors, je ne sais pas. Et puis, j'ai trouvé des marches qui arrivaient au niveau de mon ventre. Je me dis, mais qui monte des marches comme ça? Donc, gros point d'interrogation. Puis là en bas, c'est là où ils ont tourné Star Wars. Alors, toi qui aimes bien Star Wars, là en bas, c'est là où ils ont tourné la scène de l'épisode 4, où on voit les X-Wing qui décollent pour la bataille de Yavin. Mais bon, voilà, je passe vite dessus, mais c'est aussi intéressant ce site, sans rentrer dans tous les détails, mais c'est aussi un calculateur astronomique. Hein, au début, je ne comprenais pas pourquoi les pyramides elles étaient aussi hautes, parce qu'elles n'ont pas la même construction, si vous voulez, la même forme que des pyramides classiques, mais je ne comprenais pas pourquoi. Mais maintenant, j'ai compris pourquoi. Hein. Les Mayas étaient des inventeurs de l'astronomie et des astronomes bien accomplis. Leur principal intérêt, contrairement aux astronomes occidentaux, était l'étude des mouvements du Soleil et sur ses latitudes. Si on part sur l'histoire de l'astronomie en Occident, on n'en arrête plus, quoi. Et puis là, donc les premiers observateurs donc mayas préhispaniques, qu'on retrouve sur des codex, hein, quand vous voyez ce symbole, un petit rond avec un autre rond dedans, c'est des étoiles en fait, c'était des étoiles. Voilà, donc là, ça c'est alors j'ai dû le noter, un observateur d'étoiles Maya, et l'autre c'est plutôt Mexica. Hein. Quand vous voyez la croix comme ça devant, c'est Mexica.
Bon, voilà, je passe vite parce que j'ai pas trop le temps. Donc continuons la visite. Ça c'est Tulum. Voilà, ça je voulais vous la montrer puisque Chantal Volkieves, qui elle se bat pour montrer que là on est par exemple pas loin de là où j'habite, à une quarantaine de kilomètres, où on voit toutes ces représentations, c'est du pointillisme, ça. C'est-à-dire les civilisations, les tribus qui ont vécu à ces endroits, ils ont tapé comme ça pour représenter tous ces dessins, toutes ces représentations. Et elle se bat pour essayer de faire comprendre à la communauté archéologique et historique que c'était des calculateurs aussi astronomiques. C'était les premiers calculateurs qui s'intéressaient aux étoiles ou à la Lune. Bon, je passe assez rapidement. Voilà, ça c'est un exemple. Ça pour elle dit que c'est le mouvement de la Lune sur, par exemple, je ne sais plus combien de mois, j'ai dû le noter, mais ça c'était une représentation de la Lune, ce qu'on retrouve aussi sur le côté. Mais c'est voilà, pour elle, c'était une représentation de. Et puis là, on le voit. Et il faut toujours penser j'allais dire en 4 dimensions, mais non, en 3 dimensions, puisque voilà, on voit cette représentation qui représente justement ces mêmes formes de la position de la Lune sur plusieurs mois. Voilà. Mais voilà, c'est ce que Chantal essaye de faire comprendre à la communauté, même scientifique, que c'était des calculateurs atomiques. Par exemple, la grotte de Lascaux, hein, les bisons qui sont des deux côtés comme ça, qui représentent l'été et l'hiver. Mais si vous vous penchez sur le truc, c'est vraiment incroyable. Et puis tous les sites que je vais vous montrer vite fait comme ça, Göbekli Tepe, il y a eu aussi on retrouve les constellations qu'on retrouve chez nous. Je vous passe vraiment vite fait parce que voilà, malheureusement, j'ai pas. Il y a ce site-là, bon, qui est en Nubie, qui était aussi un calculateur qui ressemble très fortement à celui-là que vous retrouvez donc à Stonehenge, qui voilà, je pourrais, pareil, je pourrais en parler des heures et des heures. C'est hallucinant, donc ce calculateur. Notre ami Fred de l'apprentissage qui m'avait autorisé à montrer, moi je défends sa théorie puisque il faut, c'est un cheminement, il faut comprendre le cheminement, mais une fois que vous l'avez compris, ah ouais, mais en fait, les pyramides qui sont positionnées dans des axes tels que vous les voyez, c'est exactement des planétariums. Donc je défends la théorie de Fred, pour ceux qui me suivent depuis pas mal d'années, à chaque fois on en parle, et Fred il est sûr de lui, mais je suis plus que sûr que c'était exactement ça, quoi. Alors, je vous montre vite fait les photos comme ça. Donc hasard, ne prenez pas en considération la dernière phrase, mais alors, je reviens juste sur Tikal, pas Tikal, sur le site de Palenquet, vite fait comme ça, parce que, juste vous montrer, je vais essayer de faire vite fait. Quand vous regardez en haut ici, là, vous voyez des stalactites. Donc vous dites, mais quelle année a ce site? Parce que ça, c'est une dalle qui a été retrouvée dans la pyramide du Grand Pakal, donc le Kinishana Pakal, c'était l'un des plus grands dignitaires mayas. Ils ont retrouvé ce sarcophage, en fait, cette pierre énorme. Et je me dis, mais il faut au moins il faut, je crois, en un an, c'est de 10 mm à 13 mm que se forme un stalactite. Donc vous imaginez combien d'années a ce site. Et puis vous vous retrouvez voilà, avec ça. Et je vais vous l'expliquer vite fait, parce que pareil, on peut en parler des heures. Mais pour moi, ça c'est... je sais pas... Je sais que vous allez être perplexe, mais pour moi, ça c'est une navette, en fait. Alors une fusée, j'ai du mal... Ouais, peut-être une... On voit, je l'explique vite fait, mais on voit des flammes. Là, on voit des tuyères, on voit encore des petites flammes. Là, on voit de la fumée. Pour moi, ça, c'est de la fumée. Quand vous avez une fusée qui décolle, ça fait de la fumée, ça fait de la condensation. Et on voit, je sais pas, peut-être des réservoirs de kérosène. Et puis, la position du pilote avec son masque à oxygène. Si vous regardez bien, c'est un masque à oxygène. Il pianote des écrans, des espèces d'écrans. Je veux pas, mais pour la théorie officielle, c'est que ça, c'est un arbre de vie. Donc je sais pas comment ils voient cet arbre de vie aussi. Mais ça, voilà, pour un arbre de vie, je trouve que c'est quand même assez futuriste. Et bon, je vais pas rentrer dans les détails, parce que tout autour, vous retrouvez des constellations aussi. Donc je me dis, mais... Et puis, voilà...
hasard ou pas, ça c'était ma vidéo que j'avais faite en 2018 où j'ai reproduit en 3D la navette. Et puis ça donnerait ça en fait, sur une petite navette qui se rapproche très fortement à des Vimana, mais bon voilà, là aussi les Vimana, on pourrait en parler des heures. Ça c'est quelque chose qu'on a retrouvé en Turquie, mais si vous le basculez en fait, alors ils disent que c'est un pilote, mais c'est très controversé malheureusement, mais il a la même position que le roi Pakal, ce qu'on a vu avant. Donc ça, je vais, avant de vous parler de ça, de toute façon, j'aurai pas le temps. Je voulais juste vous montrer 3 sites qui m'amènent en fait à vous montrer que ces anciennes civilisations. Donc ça, c'est un site qui se trouve dans l'état de Guadalajara, au Mexique, où on trouve c'est ce qu'ils appellent c'est un site qu'on retrouve donc dans l'état de Guadalajara, où on retrouve ces monolithes sphériques, ce que j'appelle les monolithes sphériques, on retrouve les mêmes au Costa Rica, qui sont les plus. Alors là, on pourrait en parler des heures aussi, mais c'est des sphères. Ça appartient à personne. Personne sait. Les seules théories scientifiques encore qu'on donne là-dessus, c'est expulsé de volcans ça se forme au moment où la lave est expulsée. Mais bon, aussi rond et aussi lisse, je ne sais pas si les volcans ils sont capables de faire ça, mais c'est ce qu'on retrouve au Mexique. Et très curieusement, c'est un site qui est lié en fait avec celle du Costa Rica quand vous regardez Google Earth, encore une fois, et qui va jusqu'en Grèce. Alors allez savoir. Mais voilà, il y en a pas mal, il y en a une trentaine, une quarantaine, zut. Mais voilà, quand vous allez à 3 heures de Mexico, à un endroit, mais perdu, vous vous retrouvez sur ce site de San Miguel Ixtapan, où il y a justement des monolithes dans ce genre. Et là, ça demande, je suis en train de travailler dessus, qui m'amène à penser, là quand vous voyez ça, ça vous fait penser à quoi? C'est juste du soleil, tu sais. Alors exactement, parce que quand vous voyez ça, c'est carrément ce que vous retrouvez au Pérou. C'est carrément des pierres que vous retrouvez au Pérou. Qu'est-ce que ça fout là? Voilà, Tiwanaku, exactement, en Bolivie, voilà. Comment ça se fait qu'on retrouve des pierres dans cet endroit? Ils en ont trouvé une vingtaine, la plupart elles sont cassées. Qui a fait ça? Personne ne sait. Quand vous allez, il y a un petit musée sur le site. Quand vous allez, il y a une chronologie. Personne ne sait qui a fait ça, quelle civilisation et pourquoi. Et là, comme vous voyez, ils ont utilisé des pierres qui ornent l'église du village. Mais je me suis rendu compte qu'ils ont utilisé pas mal de ces pierres pour construire leur maison et tout ça. Et je les ai filmés. Les gens, ils me regardaient dans les rues. Ouais, ça, il me semble, c'est quelque chose qu'on retrouve au Pérou, ou je sais plus, peut-être pas Tiwanaku. Il y a un autre site en Bolivie où on retrouve la même pierre. Et je me dis, mais c'est pas les Aztèques, là, on n'est pas dans la civilisation. Alors, j'ai pris des mesures, mais pas sur celle-ci, ouais, sur certaines. Mais alors, je sais pas si je sais pas si j'ai la photo, mais regardez, c'est incroyable. Et c'est ce qu'on retrouve. Alors ça, c'est un monolithe. Alors les gens, ils s'assoient dessus pour attendre la fin de la messe. Malheureusement, il y a des gravures dessus qui sont à moitié effacées, mais c'est pas des gravures qui ont été rajoutées, c'est des gravures authentiques. Et c'est comme ça, les gens, ils s'en servent de banc. J'ai halluciné, j'ai fait, mais c'est pas possible. Vous voyez, voilà. Et là, c'est de l'autre côté de l'église. C'est dommage qu'on n'a pas tout l'écran là. Mais bon, voilà, ils sont servis de ces monolithes pour construire leurs maisons, leurs églises. Enfin, voilà, moi, je suis à côté là. Oui, voilà. Et c'est incroyable. Moi, je suis arrivé dans le village, j'avais avec mon téléphone, je dis, oh, trop bien. Les gens, ils me regardaient. Je dis, putain, mais lui, mais non, mais c'est incroyable. Et les gens, ils passent à côté. Voilà, il y en a une là. Là, alors ça, c'est des photos que j'ai prises sur Internet, mais c'est des monolithes. Ils en ont trouvé une vingtaine tout autour du site. Mais voilà, là, il y a quelques croquis des premiers archéologues qui ont mené des investigations sur ces... voilà. Et ça, c'est les statues, je ne sais pas si j'ai toutes les photos, mais c'est les statues qu'on a retrouvées avec ces pierres qui me fait penser très fortement à une représentation égyptienne. Ah, vous voyez, là, j'ai une autre photo que j'avais prise sur Internet, je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà, on voit très clairement, c'est pareil, quoi. Mais c'est exactement pareil. Je ne sais pas, l'intention, c'est la même. Voilà, c'est les différentes pierres qu'on peut trouver. Mais ça, c'est au Mexique et on n'en parle jamais. C'est ça le truc.
Donc voilà, j'ai peut-être des photos qui se répètent un petit peu. Il y a un groupe d'investigateurs de ce que vous voyez, la ARX Project, qui justement qui travaille sur tout ça. Et puis un dernier site que je me suis aperçu sur ce site-là de Texcoco, qui est pareil en haut d'une falaise. Donc je vous passe vite puisque ils expliquent que c'était un jardin botanique. Et puis là, quand vous arrivez, ils expliquent qu'il y a 2 puits importants, toujours pareil, celui de la reine et celui du roi. C'est toujours pareil, ils disent la reine, le roi pour faciliter les choses. Et vous vous retrouvez avec des puits qui sont sculptés parfaitement dans de la roche. J'ai pris des mesures, pareil, je suis filmé pendant je ne sais pas combien de minutes, les gens ils me regardaient comme ça. Et ça, c'est d'autres éléments qui m'amènent à dire qu'ils avaient ce savoir. Parce que bon, là, c'est ce qu'ils appellent le puits de la reine. J'ai trouvé des cartes sur cette falaise. C'est pas ça, hein. Ça c'est pas des cartes, hein. Mais j'en ai trouvé même dans les parois de la montagne. Et là, alors là, c'est le site le plus incroyable. Là, ce que vous voyez, ah zut, ce que vous voyez, c'était des marches sculptées à même la roche. À même la roche, et je les ai mesurées, et toutes les marches sont de la même taille. Ils mesurent tous la même. Et ça, c'est sculpté à même la roche. C'est-à-dire, ça fait partie de la visite. Et je dis, c'est quoi, c'est du granit ou c'est du basalte? Et alors ça, non, c'est pas, je sais pas. Je doutais pour un peu du granit. Juste au-dessus de ça, donc là, il y a les escaliers. Vous vous retrouvez avec ce qu'ils appellent le puits du roi. Et là, moi, je suis descendu dessus. Bon, ça, c'est un petit mouvement de photo. Je suis descendu dedans. Et effectivement, on se retrouve avec un puits qui est parfaitement creusé. J'ai touché, on voit les stries là sur le côté. Il y a des stries. Et puis, on retrouve encore une fois cette même structure, un petit peu comme on retrouve encore une fois en Bolivie ou quoi que ce soit. Et je me dis, quand je regarde, alors ça, c'est moi. Bon, si on prend, là, le trou est parfaitement circulaire. Mais s'ils ont utilisé, parce qu'on voit les stries dedans, comment c'est possible qu'ils ont fait, qu'ils ont sorti cette marche? J'ai malheureusement pas la photo vue d'en haut, mais vous voyez, c'est comment ils ont fait pour, c'est-à-dire extraire, c'est-à-dire le cercle concentrique et effectuer une marche en même temps. C'est une technologie que je ne sais même pas, je sais pas comment c'est possible de faire ça. Voilà, donc je suis en train de travailler sur ces sites. J'ai encore plein d'archives, de photos, etc. Mais ce sont les 3 derniers sites pour moi qui représentent les éléments qui me font penser que ces anciennes civilisations étaient bel et bien en contact avec d'autres civilisations extérieures. Et donc, je vais conclure. Conclusion. Nous l'avons vu dans cette conférence. J'ai résumé en 1 heure, un peu plus. Plus de 4 ou 5 000 ans d'histoire des anciens peuples qui ont occupé le centre de l'Amérique. Aujourd'hui, malheureusement, il vous suffit d'un seul clic pour accéder à d'innombrables pages d'informations, de fichiers, etc. sur l'histoire de ces peuples. Même s'il y avait eu certaines connexions avec d'autres anciens peuples, comme par exemple les Sumériens ou les peuples andins, comme les Incas ou les Égyptiens, les anciens Mésoaméricains avaient eu accès à toutes ces connaissances et toutes ces techniques qui ont pu faire avancer leur société hiérarchique ainsi que leur évolution. Car quand vous allez dans le Yucatan, les Mayas, il y en a encore, hein, il y en a encore des Mayas. Vous parlez avec certaines personnes, c'est des descendants des Mayas. Alors, doit-on refaire toute l'histoire? Pourquoi? Pourquoi la réécrire si nous ne sommes même pas capables de contrôler l'histoire d'aujourd'hui? Ce que ces anciens peuples nous ont laissé comme héritage est bien le fruit de leur effort de création, de compréhension et d'ingénierie. Ce que nous n'avons pas hérité, et que nous n'hériterons jamais. Ce qui est dommage, car ce savoir, ou plutôt cette conscience de spiritualité et de pensée, nous aurait sûrement aidé à maintenir l'équilibre planétaire concret et dépendant qui ne serait pas inévitable aujourd'hui pour notre survie. Comment faire? Mis à part arrêter le temps, la seule solution, je ne vois pas comment, sinon repartez de zéro. Mais voilà, en tout cas, je remercie Jean-Pascal de m'avoir permis de vous faire une approche comme ça, parce que moi, si j'ai le pouce en l'air, notre ami, il aime bien dormir. Mais
Mais, mais voilà, on était en Égypte ensemble, c'était super, j'en garde de bons souvenirs et voilà. Voilà, ce fut un plaisir de vous parler de tout ça, donc c'est très long, mais voilà, très complexe.